Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je me suis rendu compte par ailleurs aujourd'hui que ce n'est pas la première fois que je suis ici à la Chambre des salariés. J'ai été ici, je pense qu'il y a 10 ans, quand la Chambre s'appelait encore la Chambre des employés. Mais de toute façon, c'est un plaisir d'être de nouveau ici à Luxembourg. Je vais vous parler ce soir des institutions économiques internationales et comment ces institutions économiques internationales traitent des inégalités et comment ils regardent le rôle des syndicats et la négociation collective dans la gérance, dans ces politiques des inégalités. Ma présentation aura deux grandes parties. La première partie sera de donner un aperçu de ces analyses que l'OCDE et le FMI font sur les inégalités. Je ne vais pas parler de la Commission européenne, c'est encore une histoire à part avec la monnaie unique. Alors je vais me focaliser surtout sur l'OCDE et le FMI. Et là-bas, le constat de cette première partie sera de dire que là-bas, il y a quand même une évolution assez remarquable, parce que dans le passé, il y a à peine 5-10 ans, des institutions comme le FMI ou l'OCDE étaient convaincues qu'il suffisait d'avoir des réformes structurelles pour avoir plus de stabilité financière, pour avoir plus de croissance, et au moment qu'on aura de la croissance, ils disaient les inégalités, la pauvreté va être résolue. Ça a été la pensée de l'OCDE et du FMI il y a 5-10 ans. Maintenant, après beaucoup des analyses que je vais parcourir avec vous un petit peu, il y a un nouveau paradigme dans ces institutions pour dire non, ce n'est pas suffisamment d'avoir de la croissance, il faut aussi avoir des politiques explicites pour contrôler les inégalités, parce que sinon, toute la machinerie économique ne va pas marcher, ne va pas bénéficier à tout le monde. Comme je dis, ça c'est quand même une évolution assez remarquable. La deuxième partie de mon intervention va se focaliser sur le rôle des syndicats, plus particulièrement comment ces institutions comme l'OCDE et l'FMI voient le rôle des syndicats et les négociations collectives dans tout ça. Alors, dans le passé, ces institutions ont regardé les syndicats comme une rigidité du marché du travail, comme un obstacle à la croissance. Alors, la question se pose ici si une même évolution dans leur pensée, si on peut remarquer une même évolution positive dans leur pensée quand il s'agit du rôle des syndicats et de la négociation collective. Alors, commençons avec l'OCDE. Et là-bas, il faut dire que l'OCDE a été un petit peu le pionnier en ce qui concerne l'analyse des inégalités. Il y a 3 rapports clés que l'OCDE a publiés pendant ces dernières 8 ou 9 années. Ça a commencé avec un rapport en 2008 qui s'appelait « Croissance et inégalités ». Ce rapport a été publié en 2008, en pleine, au début de la crise financière, mais en effet, le timing n'a rien à faire avec la crise financière, parce que l'OCDE a commencé déjà à travailler à ce rapport en 2005. Une petite anecdote en ce qui concerne ce rapport, c'est qu'il y a une différence dans le titre en ce qui concerne le français et l'anglais. Dans le français, on parle de croissance et inégalités d'une façon directe, mais en anglais, on dit growing unequal avec un point d'interrogation.
Alors vous voyez déjà comment les deux langues donnent un petit peu un message un petit peu différent, même dans le titre de ce rapport. Alors en 2011, il y a un deuxième rapport de l'OCDE qui suit, toujours plus d'inégalités, ça c'est le titre de ce rapport. Et très récemment, en 2015, il y a une erreur ici, en 2015, il y a le rapport Tous concernés, pourquoi moins d'inégalités profitent à tous. Alors vous voyez déjà dans les titres de ces trois rapports qui sont apparus de 2008 à 2015, vous voyez déjà une certaine évolution. On commence très doucement, doucement avec une pointe d'interrogation pour en finir avec un message qui dit les inégalités, moins d'inégalités profitent à tous. Alors, regardons maintenant de plus près cette évolution et je vais parler de chaque rapport un petit peu séparément. Alors, pour commencer avec le rapport de 2008, le message clé de ce rapport, c'est de dire que les inégalités ont augmenté partout et d'une façon significative. Ça, c'est un des messages clés de ce rapport, mais au même moment, on ajoute, même dans le préambule de ce rapport, qui est le texte le plus intéressant de point de vue politique, on ajoute immédiatement, on dit oui, les inégalités ont augmenté, mais pas d'une façon spectaculaire, parce que finalement, le coefficient Gini, c'est le coefficient qui mesure les inégalités. Si le coefficient est plus haut, ça veut dire qu'il y a plus d'inégalités. Alors, l'OCDE dit là-bas dans ce rapport, ce coefficient de Gini a augmenté de 2 points. C'est finalement pas beaucoup. On en fait beaucoup de bruit dans les médias, mais finalement, ce n'est pas si spectaculaire. L'OCDE, quand même, dans ce rapport, admet que les politiques peut faire une différence, que les inégalités ne tombent pas du ciel, mais qu'il y a un lien avec les choix politiques, de politique économique et sociale qui sont faits. Et alors là-bas, la conclusion, c'est de dire le plus important, ce qui est vraiment important, c'est de mettre les gens au travail, from welfare to work, alors faire ainsi que les indemnités de chômage et les indemnités sociales ne sont pas un obstacle pour les gens pour reprendre le travail, mais ce qui est un message assez traditionnel, mais l'OCDE ajoute quand même que ces mesures, from welfare to work, doivent être équilibrées, ce qui est un message pour dire qu'il ne faut pas supprimer n'importe quelle et n'importe de quelle façon les indemnités sociales. Alors, comme je dis, comme vous voyez, en 2008, l'OCDE commence à parler des inégalités, mais d'une façon douce et un petit peu ambiguë. Vient le rapport de 2011, où la tonalité du message et l'analyse changent d'une certaine façon. L'OCDE devient un petit peu alarmante. On dit ouvertement la différence entre les riches et les pauvres ne cesse d'augmenter. Ça, c'est le message clé de ce rapport. Comme je dis, c'est quand même un signal alarmant. Et on dit que même dans les pays qui sont traditionnellement égalitaires, les pays comme le Danemark, la Suède, l'Allemagne, que les inégalités ont augmenté, qu'on est allé d'un ratio de revenus entre les revenus les 10% les plus hauts et les revenus les 10% les plus bas, de 5 à 1. Alors ce ratio entre les revenus les plus hauts et les plus bas était de 5 à 1 dans les années 80. Et maintenant, le ratio est devenu de 6 à 1, comme je dis, pour les pays les plus égalitaires comme les Nordiques et l'Allemagne à ce moment. Alors, l'OCDE continue en disant une de ces causes, c'est le fait qu'on a augmenté la flexibilité au marché du travail. Ça a créé beaucoup plus d'emplois, mais ces emplois ont été surtout des emplois
à bas salaire ou mi-temps, en autres mots, des salaires ou des postes de travail plutôt précaires ou précarisés. Alors l'OCDE lui-même admet qu'il y a un problème avec ces politiques qui ont conseillé d'augmenter la flexibilité du marché du travail. Et l'OCDE dit aussi que cette augmentation des emplois à bas salaire et ses effets sur les inégalités n'a pas pu être compensée par la sécurité sociale. La sécurité sociale qui normalement fait la redistribution. On dit oui, là-bas on a eu une augmentation des postes de travail à salaire pauvre, des postes de travail mi-temps, que la sécurité sociale, les impôts ne peuvent pas faire leur fonction de distribution pour limiter les effets de ce travail précaire sur la hausse des inégalités. Alors des messages, comme je dis, alarmants, relevants pour nous comme syndicats, mais dans la conclusion politique, que faire? Ces messages étaient un petit peu annulés de nouveau parce qu'on dit ce qu'il faut surtout faire pour adresser cette hausse des inégalités, cette flexibilité du marché du travail, c'est augmenter la qualification des gens. Alors on ne pense pas à remédier la flexibilité du marché du travail, c'est surtout la qualification des gens, des travailleurs qui doit augmenter de telle sorte que leur productivité augmente, de telle sorte que le salaire peut augmenter et que les inégalités diminuent de nouveau. Alors j'arrive au rapport le plus récent de l'OCDE, tous concernés, In It Together, où les messages de l'OCDE deviennent encore plus assertifs. Vous voyez ici une feuille d'une présentation que j'ai fait le copier-coller, c'est une présentation de l'OCDE lui-même. J'ai fait le copier-coller, alors là-bas, ils font le compte-rendu eux-mêmes de leur étude et ils donnent des messages pour dire que les inégalités ont atteint des creux énormes dans la plupart des pays de l'OCDE, que la discussion sur les inégalités ne concerne pas uniquement la pauvreté, que ce sont les 40% de la population les plus bas salaires qui sont touchés, qui ne peuvent pas profiter de la croissance. Alors ce n'est pas une catégorie marginale, c'est 40% de la population. Que si on regarde la répartition de la richesse, wealth concentration, que c'est encore pire, que l'augmentation du travail précaire a contribué à plus des inégalités et surtout que la hausse des inégalités c'est mauvaise pour la performance économique. Alors dans les transparents qui viennent, je veux illustrer un petit peu plus ces messages de ce rapport de l'OCDE. Comme j'avais dit, un des messages, c'est de dire que les inégalités augmentent tout le temps. Alors l'OCDE dit ici, si l'économie va mal, les inégalités augmentent, mais si l'économie va bien, il y a la même chose. Alors ça ne dépend pas du cycle économique, c'est un phénomène structurel. Vous le voyez ici illustré pour quelques pays. C'est de nouveau le coefficient de Gini que vous voyez sur la graphique. Et vous voyez comme ce coefficient augmente dans les années 2000 à 2007, alors la période de bonne conjoncture économique, mais que ça continue que ce coefficient continue à augmenter pendant la crise économique aussi. Ici, l'OCDE reprend de nouveau ce ratio entre les revenus, les 10% de revenus les plus hauts et les 10% de revenus les plus bas. Alors ce ratio dans les années 80 était à 7, alors les 10% les plus revenus les plus riches gagnaient 7%, 7 fois plus
que la catégorie des revenus les plus pauvres. C'était les années 80, mais dans les années 90, ça a augmenté vers un ratio de 8. Dans les années 2000, c'était un ratio de 9. Et maintenant, on atteint un creux, un record, que les plus riches gagnent 10 fois le revenu moyen des plus pauvres. Ce chiffre concerne la moyenne de l'OCDE. Alors, il y a beaucoup de différences à l'intérieur de l'OCDE. Il y a les États-Unis où le ratio est à 15. Il y a des pays comme le Chili. Bon, ce sont des économies émergentes, mais là-bas, c'est un ratio de 20 à 25. Alors, il y a vraiment des situations incroyables. L'OCDE dit aussi que pendant la crise, la hausse des inégalités a été particulièrement sévère. Ici, vous voyez le changement annuel dans le revenu disponible des ménages qui sont dans le top 10 et les ménages qui sont dans le bottom 10, les plus bas. Et si on prend par exemple la moyenne de l'OCDE, ce qui est... alors vous voyez que les plus pauvres ont perdu chaque année, pendant ces 5 années, les ménages les plus pauvres ont perdu 2% de revenus disponibles chaque année, tandis que les 10% plus riches ont pratiquement rien perdu. Bon, ça veut dire, c'est une période de 5 années, ça veut dire que les plus pauvres, dans la moyenne OCDE, pendant cette période cumulée, ont perdu pratiquement 10% de revenus disponibles. Sur la graphique, vous pouvez aussi voir des pays comme l'Espagne, la Grèce, où le changement annuel de revenus disponibles pour les ménages les 10% les plus pauvres était de 12 à 14% chaque année, fois 4 à 5. Alors, ce sont des pertes de revenus incroyables. Vous voyez aussi pour les pays comme les États-Unis ou la France que là-bas, les 10% les plus riches ont même gagné pendant la crise. Bon, ce sont des chiffres pour illustrer la sévérité de la crise et son impact sur les inégalités. OK, pour avancer un petit peu dans le temps, je vais supprimer quelques transparents. Encore, dans ce rapport de l'OCDE de 2015, l'OCDE fait des simulations et des régressions économétriques pour calculer l'impact des inégalités sur la performance économique. Et leur conclusion, c'est de dire que l'augmentation des inégalités entre 1985 et 2005, alors sur une période de 20 années, a réduit la croissance cumulative dans l'OCDE en moyenne avec presque 5 points de pourcentage. C'est beaucoup. À ce moment, on fait toujours dans l'actualité et le discours public des querelles sur combien de points de pourcentage du PIB va un accord de libre-échange avec le Japon ou avec le Canada nous rapporter. On arrive alors à des points de pourcentage de gain de 1%. Alors on fait des querelles énormes sur ça. Mais voici 5 points de pourcentage de PIB qu'on a perdu avec la hausse des inégalités. Comment expliquer tout ça? C'est quoi le mécanisme qui est derrière tout ça? Bon, selon l'OCDE, dans cette étude, c'est surtout le fait que les hautes inégalités qu'ils fonctionnent comme un obstacle vis-à-vis l'éducation des enfants des revenus les plus bas. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, on le sait tous de notre expérience pratique. Quand
se trouve comme un enfant dans un ménage pauvre ou à base de l'échelle des inégalités, il n'y a pas les mêmes opportunités, les mêmes éducations comme les enfants qui sont dans les familles les plus riches. La graphique que vous voyez ici, il faut surtout regarder la courbe rouge. Ça représente la catégorie des individus qui sont membres, qui ont été membres d'une famille où le père était moins qualifié ou pas hautement qualifié. Alors si on prend ce groupe des individus et on fait la relation entre les inégalités qui est sur l'axe horizontal, c'est le Gini coefficient de nouveau. Alors on fait le lien entre l'inégalité et les années que les individus de ces familles dont le père était moins qualifié, alors le nombre des années d'éducation de ces individus, on voit une relation très nette. Alors plus d'inégalité veut dire beaucoup moins années d'éducation pour ces individus. OK. Alors, les politiques à suivre selon l'OCDE dans ce rapport de 2015, vous les voyez ici, promouvoir l'emploi, mais les emplois de qualité. Alors, de nouveau, là-bas, il y a un changement d'accent. On ne parle pas uniquement des emplois, mais des emplois de qualité. On parle de promouvoir la participation des femmes dans la vie économique, de renforcer l'éducation et aussi de meilleures politiques de redistribution via les impôts et la sécurité sociale. Alors, vous pouvez croire maintenant, bon, l'OCDE dans ce rapport de 2015 a vu la lumière, on est d'accord, syndicat, l'OCDE. Malheureusement, je dois dire aussi que si on lit le rapport de plus proche, il y a aussi des morceaux de recommandations dans ce rapport qui ne sont pas tellement positifs ou convaincantes. Il y a certaines ambiguïtés. Par exemple, on dit là-bas dans le rapport que le salaire minimum, par exemple, ne réduit pas tellement la pauvreté, parce que ça bénéficie les enfants qui font du travail étudiants et qui sont membres d'une famille plus riche. On dit aussi que la conception du salaire minimum est mauvaise. On peut avoir des effets négatifs significatifs sur l'emploi. Sur l'emploi de qualité, le message est aussi un petit peu ambigu parce que là-bas, on pense surtout à assouplir la protection des contrats de durée indéterminée pour réduire la segmentation du marché du travail. Alors là-bas, on révoque de nouveau le vieux raisonnement de insiders-outsiders en disant que la protection des CDI est ainsi que les employeurs tournent vers des contrats CDD pour circonventer toutes leurs obligations dans le CDI, ce qui fait la segmentation du marché du travail et ce qui fait alors la création des postes de travail de qualité pauvre. Ça donne déjà une image, comme je dis, un petit peu ambiguë de ce travail de l'OCDE. Je change maintenant pour dire quelques mots sur les travaux du FMI sur les inégalités, le Fonds monétaire international. Alors, pendant les années 2011-2015, on a eu différentes publications du département de recherche FMI qui donnent de nouveau un message différent de ce qu'on est habitué du FMI. Si vous voulez un aperçu assez complet de ces travaux, il y a un site web qui a été fait par un collègue, un chercheur au département de recherche du FMI, alors qui a rassemblé tous
tous ces travaux et il a fait aussi un compte rendu de tout ça. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ce site web, c'est vraiment intéressant. Mais alors, quels sont les messages clés du FMI concernant les inégalités? Alors, le premier message, c'est de dire l'austérité, les coupes dans les finances publiques augmentent très nettement les inégalités. Vous voyez ici leur graphique. Alors, point de départ, c'est une coupe budgétaire, assainissement des finances publiques. Après ça, il y a les années, et vous voyez que dans le 6e ou 7e année après le coupe budgétaire, le coefficient de Gini, les inégalités ont augmenté de 0,8 à 1%. Alors, un message assez net. Un autre message assez étonnant, ce sont les travaux du FMI sur la libéralisation de mouvements des capitaux et l'impact de cette libéralisation des mouvements des capitaux sur les inégalités, où là-bas, le FMI constate que pour les économies avancées, 2 ou 5 ans après la libéralisation des mouvements des capitaux, on voit que les inégalités augmentent, le coefficient Gini augmente de 1% de nouveau. Pour les économies émergentes, c'est encore pire, c'est plus cette augmentation des inégalités. J'insiste de nouveau sur le fait que c'est étonnant parce que s'il y a une institution qui, dans le passé, a poussé pour la libéralisation des mouvements des capitaux dans le monde, c'est le FMI. Et maintenant, leur département de recherche dit on a eu des effets négatifs avec ça sur les inégalités. L'effet sur les inégalités après la libéralisation des mouvements des capitaux est encore pire que cette libéralisation est suivie par une crise financière. Là-bas, vous voyez, ici, vous voyez certainement pour les pays, non, c'est uniquement pour les pays avancés, où vous voyez en orange ou en rouge l'augmentation des inégalités s'il y a une crise après la libéralisation de mouvements des capitaux. Le FMI commence aussi à parler de la part salariale dans le PIB. Normalement, c'est un thème qui est évoqué tout le temps par les syndicats, mais par exemple dans le World Economic Outlook de cette année-ci, de cet été-ci, le FMI a consacré un chapitre spécifique au fait que partout dans le monde, la part salariale dans le PIB, dans la richesse qui est produite annuellement, diminue. Alors il y a un déclin structurel. Et le FMI dit aussi que ceci augmente les inégalités. De nouveau, une graphique qui montre le lien entre la réduction de la part des salaires dans le PIB et le coefficient Gini qui augmente si la part salariale diminue. Une pièce de recherche qui est surtout importante pour les syndicats, c'est une autre discussion du staff du FMI qui a été publiée en 2015. C'est de la part de deux académiques qui travaillent au FMI, qui sont partis de leur département de recherche, Florence Jomot et Carolina Buitron. Alors, ce papier de recherche part alors, ce papier de recherche part de l'observation que dans le passé, on a aussi eu une réduction
du taux d'affiliation des syndicats. Union density, comme on l'appelle en anglais. Vous le voyez ici pour l'OCDE en moyenne, ou pour les économies avancées en moyenne, c'est les FMI qu'on parle ici. Alors ça vient de leur note, de leur papier. Et les FMI alors s'engagent dans des travaux empiriques, des régressions économétriques, pour voir c'est quoi l'effet de cette réduction de taux de syndicalisation, c'est quoi l'effet de cette réduction sur les inégalités, et en particulièrement la part des revenus de 10%, la part des 10% des revenus des 10% les plus hauts. Alors, leur conclusion, c'est que le déclin syndical, la diminution de la syndicalisation dans le monde des pays avancés, explique presque la moitié de l'augmentation de la part des 10% les plus riches, des revenus les plus riches. Il faut regarder ici les barres en bleu. Alors le carreau là-bas donne le changement total dans les inégalités pendant les 3 dernières décennies, et la partie bleue dans la barre donne la partie qui est expliquée par le déclin syndical. Les autres explications sont les explications qu'on entend aussi beaucoup, quand on dit les inégalités augmentent parce qu'il y a une certaine avancée technologique, skill-biased change, technological change, comme on l'appelle en anglais. Alors, ce facteur de la technologie joue aussi un rôle, mais un rôle important, c'est aussi le déclin du syndicalisme dans le monde des économies avancées. Alors, le papier du FMI fait des suggestions, des théories intéressantes. On dit là-bas ouvertement, vous pouvez le lire vous-même, mais on écrit là-bas que les syndicats forts soutiennent les salaires des travailleurs réguliers, ce qui limite la part de la valeur ajoutée qui va vers le capital, les actionnaires, qui va vers les présidents des groupes, vers les cadres. C'est normal, si les travailleurs prennent plus de salaire, ça veut dire qu'il y a moins de valeur ajoutée, moins de rentes qui restent et qui peuvent être accaparées par le capital ou par les gens les plus qualifiés ou qui sont dans une position privilégiée dans l'entreprise. Le FMI dit aussi que s'il y a des syndicats forts, alors ça permet les travailleurs dans les entreprises d'influencer directement la rémunération des chefs d'entreprise via les conseils d'entreprise, via les organes de conseil syndical, etc. Et le FMI dit aussi que s'il y a des syndicats forts, que ces syndicats forts fonctionnent comme une institution structurelle qui défend les politiques de redistribution. C'est notre expérience comme syndicat. On ne défend pas uniquement le salaire des travailleurs dans l'entreprise, on défend aussi les indemnités de sécurité sociale, la taxation progressiste. Ça se passe et ça c'est défendu par les syndicats. S'il n'y a pas de syndicats, on peut, dans une moindre mesure, défendre ces idées et ces politiques. Alors, avec ça, je termine un petit peu la première partie de mon intervention. C'était de dire, de donner vous une image comment la pensée du FMI, de l'OCDE sur les inégalités a changé. Qu'on dit maintenant il y a vraiment un problème avec les inégalités. C'était aussi pour vous signaler qu'il y a pas mal de recherches, surtout dans le FMI, qui soulignent que les syndicats et la négociation collective jouent un rôle important pour limiter les inégalités. Mais alors, maintenant, je vais commencer la deuxième partie
Alors, vous avez vu que je supprime quelques autres feuilles où je fais le compte sommaire des autres politiques, des autres travaux de recherche. Quand ma présentation est publiée sur le site web, vous pouvez, si vous voulez, contrôler ou regarder ça aussi. Mais alors, dans la deuxième partie se pose la question si les institutions économiques comme l'OCDE et le FMI tirent les conclusions appropriées de leurs propres travaux, de leurs propres analyses qui disent bon, les inégalités augmentent, c'est un problème, et les syndicats ont quelque chose à faire avec ça, aussi la négociation collective. Et là-bas, je dois dire que la réponse des institutions économiques internationales sur cette question ressemble un petit peu à la réponse que Jacques Delors a donnée une fois, où il a dit, il a répondu à une analyse classique économiste, et alors, et quoi. Alors là-bas, ils font un petit peu la même chose, ils disent, nous-mêmes, nous trouvons que des inégalités posent problème et que les syndicats peuvent corriger ça, mais, et alors, alors ça veut dire on ignore dans la pratique ce genre de conclusion et on n'en parle pas. J'ai mis sur la présentation ici un exemple. La semaine dernière, on a eu le sommet de G20 à Hambourg. L'FMI a produit un papier Fostering Inclusive Growth, comment promouvoir la croissance inclusive. Il n'y a aucun mot dedans sur la négociation collective des syndicats, il n'y a rien. L'OCDE, c'est un petit peu la même chose. À l'OCDE, on est en train de travailler sur une stratégie de la croissance inclusive. On a vu, comme tu vois, quelques rapports intermédiaires. De nouveau, il n'y a pratiquement un mot sur la négociation collective ou des syndicats. Alors, cette stratégie de l'OCDE devrait être publiée dans un an, en juin 2018. On ne sait pas si on va changer les choses, ça, il reste à voir. Alors, une façon de répondre à leur propre analyse, c'est de, comme je dis, c'est d'ignorer un petit peu ce qu'on a trouvé et de ne pas parler du lien entre syndicats, négociations collectives et inégalité. Mais il y a aussi des autres réponses politiques. Et je prends ici la réponse du FMI qu'on a entendue il y a quelques mois quand on avait des réunions internes entre les syndicats internationaux et le FMI. Et nous, comme syndicats, on dit aux gens de la FMI, écoutez, vos propres études, vos propres analyses témoignent du fait qu'il y a un problème avec les inégalités et que les syndicats peuvent aider à ça. Alors la réponse du FMI, et je parle ici du niveau assez haut, était de dire, oui, on sait que plus de syndicats réduisent les inégalités, mais selon nous, comme FMI, il faut faire une distinction entre le taux d'affiliation des syndicats, ce qui est votre problème, et le système de négociation collective. Alors, la première chose, c'est votre problème comme syndicat, mais nous, comme FMI, sommes surtout intéressés dans le système de négociation collective. Et là-bas, nous avons des preuves, des autres recherches, que la façon dont la négociation collective est organisée peut détruire des emplois et peut même augmenter les inégalités. Alors, comme je dis, ça a été convoqué, communiqué dans ces discussions. Après, on a cherché, on a tracé l'évidence dont les FMI parlaient. Et effectivement, dans le papier que je viens de signaler il y a quelques moments dans la première partie, ce papier de Florence Jomotte,
là-bas, il y a effectivement un petit résultat qui dit qu'un taux de couverture des négociations collectives qui est supérieur au taux d'affiliation est associé avec plus de revenus pour les 10% les plus riches, alors avec plus des inégalités. Alors on parle ici, pour être clair, l'exemple le plus extrême ici, c'est la France, où là-bas, le taux de syndicalisation est 10%, même pas 10%, mais le taux de couverture des négociations collectives, il y a les systèmes de erga omnes, l'extension légale des négociations collectives, le taux de couverture des négociations collectives, c'est de pratiquement 100%. Alors, ce que l'FMI a fait dans cette étude, c'est de regarder la différence entre le 100% de couverture de négociations collectives et le 10% de taux de syndicalisation, et il trouve que parmi les économiques avancées, cet indicateur est associé avec plus des inégalités. Mais alors, en relisant le papier de Jomot, on a aussi trouvé que Jomot fait des tests économétriques pour voir si cet effet est robuste, comme on dit dans les langages économétriques. Robuste veut dire que si on change un petit peu le variable ou si on change une année, si on laisse tomber une ou deux années des observations. Ici, dans ce cas de test de robuste, on a ajouté des autres déterminants pour expliquer la hausse des inégalités. Et alors, ce résultat, c'est le lien entre couverture excès de négociations collectives et les inégalités disparaissent. Alors, ce n'est pas complètement consistant de FMI de dire qu'ils ont trouvé des recherches convaincantes qui dit que la négociation collective et certainement des systèmes comme l'extension légale de négociation collective détruit des emplois et augmente les inégalités. Il faut dire que à l'OCDE, il y a un petit peu le même dérive, le même résultat. Ici, je fais référence à un papier du département économique de l'OCDE de 2015 où ils ont trouvé un effet négatif de cette ratio de excess coverage of collective bargaining, alors la différence entre la couverture des négociations collectives et le taux de syndicalisation. Alors ils ont trouvé que ça détruit des emplois. Vous voyez ici la simulation qu'ils ont faite dans ce papier. Alors, ils ont fait par exemple une simulation qui réduit la couverture de négociations collectives dans un pays le plus haut vers la moyenne de l'OCDE. Dans la pratique, c'était les Pays-Bas vis-à-vis la moyenne de l'OCDE. Et alors, ils trouvent que ça peut ou ça devrait créer alors 4 points de pourcentage d'emploi de plus. Alors, c'est un petit peu le même effet qu'on trouve au FMI, mais la faiblesse est identique parce qu'on fait aussi des tests pour voir si le résultat est robuste. Et le test qu'on a fait ici, c'est d'exclure pays après pays. Alors, on trouve que ce résultat disparaît quand on exclut soit l'Allemagne, soit la Nouvelle-Zélande, soit l'Espagne. Alors, ça veut dire que cet effet négatif de couverture de négociations collectives et effet négatif sur l'emploi est poussé par 3 pays seulement. L'Allemagne, où il n'y a pas de erga omnes, il n'y a pas d'extension légale de négociation collective, ou pas dans la pratique. La Nouvelle-Zélande, où il n'y a non plus de l'extension, il n'y a même pas beaucoup de négociations collectives là-bas. Le seul pays qui entre dans cette catégorie
de penser, de dire on fait beaucoup de erga omnes d'extension légale, c'est l'Espagne. Mais alors, ce sont des résultats assez bizarres. Il faut dire que l'OCDE l'admet ouvertement dans leur papier, mais ça ne leur empêche pas de reprendre ce résultat dans les autres papiers en disant on a l'évidence que plus qu'il y a de la couverture de négociation collective plus haute que le taux de syndicalisation, que ça détruit des emplois. Une troisième chose que je voudrais vous signaler au niveau de l'OCDE et les inégalités, c'est que l'OCDE est aussi en train de faire beaucoup d'efforts de recherche pour essayer d'expliquer la hausse des inégalités par une approche néoclassique, c'est-à-dire, vous savez, l'économie néoclassique dit que s'il y a un marché compétitif, s'il y a un marché libre, que alors les facteurs de production vont être payés, compensés selon leur productivité. Ce qui est très facile pour la discussion sur les inégalités, parce que ça veut dire que si on constate des inégalités dans la pratique, que ces inégalités de salaire ou de revenus sont dues au fait qu'il y a des inégalités dans la productivité des travailleurs ou que les travailleurs comme groupe ne sont pas assez productifs. Alors, ce que l'OCDE essaie de faire ici, c'est de raconter une histoire très intéressante, très innovative, mais quand même une histoire un petit peu bizarre, en ce qui concerne les entreprises qui sont champions en productivité et le reste des entreprises. Alors, ils appellent les premières entreprises de frontier entreprises, frontier firms, et le reste, ce sont de laggards, ceux qui restent derrière. Alors, je vous invite à regarder un petit peu ces deux graphiques. Alors, la graphique côté gauche donne l'augmentation de la productivité du travail selon ces deux catégories de firmes. Alors, la ligne bleue, ce sont les champions, les firmes qui sont aux frontières de l'augmentation de la productivité. Et vous voyez que la productivité pendant la décennie 2000-2012 augmente de 30 à 40% dans ces frontier firms. Ce sont d'ailleurs uniquement les 5% des entreprises qui sont les plus productives, tandis que la ligne rouge donne l'évolution de productivité des autres firmes, ça veut dire 95% du reste de l'économie. Et là-bas, vous voyez que la productivité dans 95% des entreprises n'a pas vraiment augmenté pendant une décennie. Ensuite, ce qu'ils font, c'est le même exercice, mais en ce qui concerne les salaires dans ces deux groupes des entreprises. Alors, ils constatent que dans les entreprises à la frontière, les champions de productivité, là-bas, les salaires ont augmenté de 30%, pas si beaucoup que la productivité de ces entreprises, mais quand même, il y a une grande augmentation des salaires dans ces entreprises, tandis que la ligne rouge donne de nouveau les entreprises qui sont les laggards, qui restent derrière, et là-bas, il n'y a presque pas d'augmentation réelle pendant une décennie. Conclusion de l'OCDE, c'est de dire, bon, s'il y a des inégalités, en ce qui concerne les salaires surtout, c'est parce que dans 95% des entreprises, la productivité n'augmente pas, et si la productivité n'augmente pas, la graphique de gauche, si la productivité n'augmente pas, ces entreprises ne peuvent pas financer, ne peuvent pas payer des salaires plus hauts. C'est la graphique de droite. Alors, l'implication de cette histoire est claire. Comme je dis, c'est une histoire très intéressante du point de vue intellectuel, mais le message de politique, c'est aussi très marrant, parce que ça veut dire que
la hausse des inégalités entre les salariés, entre ces entreprises qui sont champions en productivité et ceux qui ne sont pas, que cette hausse des inégalités ne peut pas être expliquée par un manque de pouvoir de négociation des travailleurs, mais par un manque de productivité de certains travailleurs dans certaines entreprises. Certaines entreprises, ça veut dire la plupart des entreprises, 95% de l'économie. Alors, c'est une analyse, comme je dis, l'OCDE est en train de travailler sur ça. C'est un petit peu dans le collimatoire, mais je n'ai aucun doute que ça va sortir d'une façon plus accentuée. Nos réponses à cette histoire, c'est que, la productivité ne tombe pas du ciel, et que si la productivité reste déprimée dans 95% de l'économie, c'est peut-être parce qu'on a déprimé les salaires. On a identifié beaucoup de travail académique, notamment pour l'Angleterre, qui disent que la causalité est l'inverse, que c'est pas parce que la productivité est inférieure que les salaires sont inférieurs, mais c'est parce que les salaires sont inférieurs que les entreprises ne sont pas motivées à augmenter leur productivité, à faire une organisation de travail plus moderne, etc. Une autre critique à cette histoire de l'OCDE, c'est qu'on oublie toute la littérature et les analyses sur le marché de travail segmenté, c'est-à-dire que pendant les dernières décennies, les grandes entreprises ont divisé leur propre entreprise dans le corps de leur activité. Le reste a été donné à des petites entreprises dans le marché, outsourcing of work, mais alors des petites entreprises qui ont été mises en compétition les uns avec les autres, ce qui fait que, le travail n'est pas rémunéré, mais il n'y a non plus de la productivité parce qu'on ne paye pas ces entreprises beaucoup. Alors il y a un certain monopole de l'entreprise centrale vis-à-vis la périphérique de toutes ces autres petites entreprises où les travailleurs sont exploités. Alors cette division de l'économie entre 5% entreprises très productives et 95% entreprises pas productives peut aussi être expliquée par cette stratégie des managers pour faire la segmentation du marché du travail et pour segmenter leur propre activité de l'entreprise. Alors, j'arrive ainsi à la conclusion, qui est de dire, il y a certainement des avancées de notre point de vue syndical à l'OCDE et l'FMI en termes de recherche sur les tendances et conséquences des inégalités. Là-bas, comme j'ai illustré, il y a des choses vraiment très intéressantes. Il y a aussi des avancées sur le niveau en ce qui concerne de reprendre l'objectif des inégalités réduites dans les grandes stratégies de l'OCDE, par exemple, la croissance est inclusive, la stratégie d'emploi que l'OCDE est aussi en train de renouveler de nouveau. Et là-bas, on parle de réduire les inégalités comme objectif. Alors là-bas, on doit l'admettre, il y a des avancées, mais il y a aussi des défis qui restent. Comment prévenir que ces institutions ne tombent pas de nouveau dans une analyse néoclassique superficielle. C'est un petit peu ingrained par et partie des institutions comme l'OCDE, l'FMI. Ils ont toujours raisonné dans des termes néoclassiques. Alors, c'est un petit peu leur habitude naturelle de reprendre ce genre de logique et de ne pas regarder les autres théories des autres recherches. Et surtout, comment assurer que le changement qu'on a observé positif ne reste pas limité aux grands objectifs, mais que ça s'est aussi traduit dans les recommandations de politique économique pratique de ces institutions au pays, alors que ces recommandations changent effectivement, en particulier en ce qui concerne la syndicalisation et la négociation collective.
Bon, je termine avec ça. Je vous remercie pour votre attention.